Bienvenue à tous pour un nouvel épisode sur notre chaîne FrenchDiscoveries.fr. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si elle vous plaît. Nous allons aujourd'hui parler du baron Pierre de Coubertin, qui est le papa des Jeux Olympiques modernes et le rénovateur des Jeux Olympiques dans la société, puisque vous le savez, les Jeux Olympiques existaient déjà sous l'Antiquité. Il y avait également eu des tentatives de les remettre en exercice au cours du XVIIIe siècle et aussi au début du XIXe siècle, mais c'est le baron Pierre de Coubertin qui a eu l'énergie nécessaire et la ténacité pour mettre à jour son projet et son idéal, à savoir son idéal humaniste, à savoir proposer des jeux qui permettraient notamment de rassembler les nations. Certains de mes élèves m'ont demandé donc de faire un épisode sur Pierre de Coubertin, qui à l'étranger est une personne avec une grande aura et qui est très populaire. Il faut savoir qu'il est donc né à la fin du 19e siècle et qu'il est mort en 1937. C'est donc une période extrêmement charnière. Il avait 7 ans au moment de la guerre de 1870 et lorsqu'il décède en 1937, c'est un an après les Jeux Olympiques de 1936 organisés en Allemagne par Hitler, du moins sous l'impulsion d'Hitler. Sur ce, revenons sur Pierre de Coubertin, ses dates et également ses talents cachés, car même s'il a consacré énormément de son existence à l'olympisme, il avait également d'autres centres d'intérêt et nous allons expliquer son parcours et nous allons aussi vous présenter Pierre de Coubertin avec ses goûts et notamment en tant que pédagogue, pourquoi il considérait que le sport était si important pour les élèves. Je vous remercie et nous allons commencer donc la première partie consacrée à la jeunesse et au premier projet de Pierre de Coubertin, un projet pédagogique. Alors, Pierre de Coubertin, né le 1er janvier 1863 et mort en 1937 à l'âge de 74 ans. Il est né donc en France et il est mort en Suisse où il avait décidé de continuer son existence. En Suisse, où vous pouvez d'ailleurs trouver à Lausanne le fabuleux musée des Jeux Olympiques qui vraiment vaut le détour. C'est un agréable musée avec en plus donc une exposition permanente très intéressante et souvent des expositions temporaires très passionnantes. Également, je me répète un peu, mais vraiment c'est un musée vraiment génial. Et vous avez également le jardin, la promenade, vraiment ça vaut le détour. Donc si vous avez l'occasion d'aller à Lausanne visiter ce musée, c'est vraiment très intéressant et c'est vraiment une expérience à faire, au moins je pense une fois dans sa vie. Revenons à Pierre de Coubertin. Donc il est baron, donc il vient d'une famille noble et en fait sa famille est une famille survivante des familles nobles, puisque vous savez qu'avec la Révolution française, nombre de familles de l'Ancien Régime ont disparu. Néanmoins, sa famille existe toujours et il a donc une certaine aisance financière. Il est élevé par un couple donc de personnes nobles, son père qui est également artiste peintre et sa mère. Sa mère était propriétaire d'un château qui s'appelle le château de Mireville. Ce château est en Normandie et il a récemment connu des rénovations justement en prévision bien sûr des Jeux Olympiques, et c'est un château qui est habité par les descendants de Pierre de Coubertin et un château qui est fermé mais qu'on peut visiter lors d'occasions spéciales, par exemple les journées du patrimoine. C'est dans ce château qu'il a passé son enfance et c'est aussi dans ce château que plus tard, à l'âge adulte, il fera notamment une pratique sportive intense. Il faisait notamment de l'aviron dans les plans d'eau qui entouraient le château et donc même si
s'il vivait en Suisse, c'est également un endroit où il a de nombreuses attaches. Et donc, il est, comme beaucoup d'hommes de son époque, un fervent anglophile. Alors, il faut savoir qu'il est né en 1863, donc à l'époque c'était le Second Empire avec Napoléon III. Et nous avons connu en France la défaite de 1870 face aux Prussiens. Cette défaite s'explique tout simplement parce que l'armée française n'était pas bien préparée, donc les élites militaires n'étaient pas bien préparées, et aussi parce que la population n'était pas vraiment partisane de Napoléon III, et il y a eu beaucoup de défections et une certaine période qui n'est pas sans rappeler la nôtre, hein, pour ceux qui aiment toujours réinterpréter le passé à l'aune du présent, une période, on pourrait dire, de sécession des élites. Résultat, les gens se tournaient vers l'étranger, vers un autre mode de société, et l'Angleterre apparaissait vraiment comme quelque chose de novateur, de moderne, avec des personnes beaucoup plus courageuses et beaucoup plus évoluées, j'ai envie de dire, que les Français. Et le jeune Pierre de Coubertin va avoir plusieurs options dans ses études. Il faut savoir qu'il va faire de grandes études, que toute sa vie il va étudier, et que c'était, en plus d'être un sportif vraiment passionné, c'était quelqu'un aussi pour qui le travail intellectuel comptait énormément. Toute sa vie il a étudié, puisqu'il a écrit des articles et qu'il a fait des recherches pour réussir à mener à bien son travail d'écriture. Il nous a quand même légué plus de 16 000 pages d'articles. Il a également écrit un texte littéraire, et surtout il s'est vraiment intéressé à la morale et à la pédagogie. Alors quand il est jeune, il a donc un grand intérêt pour les études et de grande facilité, et il a donc la possibilité d'intégrer une école militaire. Pour faire une carrière militaire, il peut intégrer Saint-Cyr. Néanmoins, il va préférer faire Sciences Po. Tout ce qui est politique, c'est quelque chose qui va également l'intéresser. Ses articles tournent autour de l'histoire politique, de la pédagogie et également de la pratique du sport. Je vous invite à les lire, c'est vraiment très intéressant. Il choisit de faire Sciences Po, et il a aussi l'opportunité de faire de nombreux séjours en Angleterre. Et comme je vous l'ai dit, l'Angleterre était considérée comme un pays où les gens étaient beaucoup plus avancés, beaucoup plus éclairés, et où on vantait les mérites de la pédagogie, qui alliait à des activités intellectuelles des activités sportives. Et le jeune Pierre de Coubertin est séduit par cette alliance de l'esprit et du corps, et il trouve que dans l'enseignement du sport en Angleterre, on peut puiser des valeurs morales comme en fait la discipline, le dépassement de soi et l'esprit de compétition pour donner le meilleur de soi-même. Donc ce sont des valeurs qu'il apprécie, et comme il est également intéressé par les systèmes, il s'intéresse aux systèmes pédagogiques qui sont donc en vigueur en Angleterre, et il a pour projet, à son retour en France, de les importer dans le système éducatif français. Il décide de se mettre au service des futures générations, au service de la transmission, en essayant de réformer et de proposer une pratique du sport au sein des écoles, qui sera dans un but d'élévation à la fois morale, spirituelle, mais également l'entretien du corps. Mais il y a un idéal, c'est-à-dire un idéal de s'entretenir physiquement et de s'entretenir intellectuellement. Donc ça nous fait penser bien sûr à l'humanisme, l'homme au centre de tout, la transmission, s'intéresser à de nombreux sujets, et tout au long de sa vie, Pierre de Coubertin va effectivement essayer de transmettre et de s'intéresser à de nombreux sujets.
Comme toute personne passionnée, il avait ses convictions et ses idéaux, et bien évidemment, comme on dit toujours, si on ne veut pas être critiqué, il ne faut rien faire. Donc forcément, le fait qu'il décide de revenir en France et de créer dès 1888 un comité qui aurait pour objectif de promouvoir la pratique du sport à l'école, cela fait un peu grincer des dents en fait les personnes en place dans cette école de Jules Ferry, dans cette école de la Troisième République, dont les préoccupations ne sont pas un esprit sain dans un corps sain, dont les préoccupations sont tout simplement d'enlever la religion. Vous savez que la séparation de l'Église et de l'État, ce sera en 1905. En attendant, nous sommes dans un processus de laïcité de l'école et il faut commencer pour enseigner la laïcité par s'assurer que les professeurs soient eux-mêmes des personnes laïques. Donc c'est un énorme chantier et également un énorme travail pour convaincre les familles. Par conséquent, que Pierre de Coubertin arrive avec un projet venant d'Angleterre et ensuite avec un projet qui est considéré comme quelque chose de ludique, puisque le sport se développe à cette époque, mais ça reste quelque chose de secondaire pour ces personnes de l'école de Jules Ferry. Il ne va pas se faire que des amis et il va devoir donc souvent batailler. Néanmoins, il réussit, donc il va être secrétaire d'une des instances importantes, je vous mets les noms à l'écran, qui permet à l'époque de faire la promotion du sport à l'école et sous son mandat, lorsqu'il est secrétaire de cette structure, il va réussir à faire en sorte que le sport à l'école soit développé. Et en soi, c'est aussi une œuvre sociale importante. Il faut savoir que la natation se développe depuis la moitié du 19e siècle, mais beaucoup de gens ne savent pas nager et grâce à Pierre de Coubertin et à d'autres personnes qui vont donc impulser le sport à l'école, beaucoup de classes modestes et beaucoup de personnes qui n'ont pas l'opportunité d'aller à la mer vont apprendre à nager et également donc à faire du sport, à avoir une hygiène de vie. Donc c'est quand même un idéal que je trouve positif. Et malheureusement, il ne va pas pouvoir continuer ses activités au sein de cette association, puisque très vite une autre passion va le saisir, à savoir de remettre au goût du jour les Jeux Olympiques. Et ça va être un nouveau projet, un nouveau combat, des nouveaux adversaires, des nouvelles personnes à convaincre. Et par conséquent, il va donc décider, après 10 années de bons et loyaux services, de se consacrer à son nouveau projet. Et il avait pour objectif de rénover les Jeux Olympiques afin de créer une paix entre les nations, et il voulait que ces premières éditions des Jeux Olympiques modernes aient lieu en 1900 parce qu'il y avait l'exposition universelle, et les expositions universelles étaient de grands événements très importants où il y avait des pavillons de chaque pays, et donc c'était d'après lui le bon moment. Néanmoins, nous allons voir qu'il va anticiper son projet de 4 ans pour la première Olympiade, et nous allons maintenant expliquer comment il a eu l'idée de remettre au goût du jour les Jeux Olympiques version moderne. Pour comprendre cette démarche de vouloir remettre au goût du jour les Jeux Olympiques, il faut aussi connaître un petit peu plus de choses sur la personnalité de Pierre de Coubertin. Donc c'est une personne qui est à la fois sportive mais aussi intellectuelle. Il parlait également le latin et il s'intéressait à l'histoire. Et il a donc eu ce coup de foudre pour l'éducation anglaise qui mêle à la fois les études et la pratique du sport
en équipe, avec toujours cette idée de fair play, de compétition, et donc de vouloir se dépasser dans une bonne humeur, bien évidemment. Il faut savoir qu'il n'est pas seulement secrétaire général de cette association pour faire la promotion du sport dans les écoles, il est également journaliste sportif. Il va fonder avant l'âge de 30 ans 2 revues dédiées au sport, et il faut savoir aussi qu'il avait l'intuition pour chercher des soutiens, et en cherchant des soutiens dans son projet de promouvoir le sport, il va notamment se rapprocher de personnes religieuses, dont une personne qui s'appelle l'abbé Didon, et qui est une personne qui aime également le sport, et à qui il va emprunter sa formule plus vite, plus haut, plus fort, et donc avec toujours cette idée d'élévation morale et spirituelle. C'est justement en se rapprochant d'autorités religieuses qu'il va avoir également l'idée de créer un mouvement scout qui serait cette fois-ci non pas religieux mais laïque, et lui qui intervenait souvent pour proposer des choses novatrices, ce qui lui amenait des polémiques, des controverses et des ennemis, eh bien il va également dans le domaine du scoutisme proposer une alternative, puisqu'il va proposer un scoutisme laïque, qui est donc une possibilité pour les personnes qui ne pratiquent pas la religion de rejoindre le mouvement scout. Il faut savoir aussi qu'il était donc un sportif, il pratiquait le sport, et il a également été arbitre de nombreuses compétitions, et qu'il va donc beaucoup écrire d'articles sur les thèmes que nous avons évoqués, articles qui sont également traduits en anglais et en allemand, ce qui lui permet d'avoir d'énormes relations au niveau international, et des contacts qu'il doit entretenir également afin de faire la promotion de son projet, on pourrait dire des relations publiques avant l'heure. Donc il a une vie extrêmement remplie, et c'est peut-être pour ça qu'il va droit à l'essentiel. Et il a donc décidé de rénover les Jeux Olympiques en 1892. Et il a lancé le 25 novembre 1992 un appel à de bonne volonté pour remettre au goût du jour les Jeux Olympiques. Et cet appel a eu énormément de succès, mais pas de concrétisation. Donc en 1894, nous sommes toujours au même résultat. 2 ans plus tard, il a 31 ans, il est impatient, il a envie de remettre les Jeux Olympiques au goût du jour. Et bien évidemment, c'est assez drôle, puisque c'est grâce au soutien d'une personne grecque, qui est un écrivain grec extrêmement connu, mais qui est à Paris de manière fortuite, qu'il va réussir à retrouver l'énergie pour concrétiser son projet. En effet, Dimitrios Vikelas, qui est un grand écrivain grec, se trouve à Paris pour des raisons pas très drôles. Sa femme est malade, et il est donc présent, rencontre Pierre de Coubertin, et va l'épauler dans son projet de remettre au goût du jour les Jeux Olympiques. D'ailleurs, Dimitrios sera le premier président du CIO de 1894 à 1896. À l'origine, comme je vous l'ai dit, Pierre de Coubertin voulait lancer les Jeux Olympiques en 1900, donc il se donnait du temps pour concrétiser son projet, et il comptait sur la médiatisation de l'Expo universelle de 1900. Mais il va cependant, sur les conseils de Dimitrios Vikelas, avancer son projet et organiser les premières Olympiades en Grèce en 1896. Ce ne sera pas de tout repos, et il devra également par la suite, pour l'organisation également des futures Olympiades, faire face à de nombreux scandales, à de nombreux conflits d'intérêts, et toujours garder en tête son projet, qui est donc de faire une compétition sportive
réunissant les nations et surtout à l'époque, il souhaitait que ce soit le fait d'amateurs, donc les sportifs professionnels n'étaient pas autorisés à être en compétition. Bien évidemment, l'histoire avance et comme vous vous en doutez, il va y avoir forcément des enjeux politiques et économiques tout au long de ce projet, comme nous pouvons le voir actuellement. Et par conséquent, étant donné qu'il est le créateur et la personne qui a donné l'impulsion pour ce projet, il est très facile de le critiquer de nos jours. Et il avait tout simplement cet idéal olympique et il était la personne qui a remis au goût du jour les Jeux olympiques et par conséquent on va l'associer à certaines dérives qui ne sont pas de son fait, mais qui sont du fait des dirigeants des pays qui vont instrumentaliser cette belle idée humaniste de remettre l'homme au centre de tout et de se dépasser à travers le sport. Il ne va pas rester toute sa vie président du CIO. Il ne l'a pas été dès les débuts. Au début, c'était donc Dimitrios Vikelas qui était le président du CIO pour les premiers Jeux, puisque Pierre de Coubertin devait également trouver des financements, on pourrait dire de nos jours des sponsors, et avait un énorme travail en amont à faire. On voit aussi que Pierre de Coubertin, dans ce travail de relations publiques et dans ce travail en amont et ensuite pour communiquer sur les Jeux olympiques, a mis sa patte également dans les cérémonies d'ouverture et de clôture. Il avait compris l'importance du cérémonial et donc c'est quelque chose qui lui tenait à cœur, et c'est vrai que les Jeux olympiques ne seraient pas les Jeux olympiques sans ces cérémonies et également sans cette cérémonie de la flamme relais. Pourquoi Pierre de Coubertin s'est-il rapproché de la Suisse? Tout simplement parce qu'après la Première Guerre mondiale, il s'est dit qu'il fallait transférer le siège de son organisation dans un endroit neutre, et donc il a décidé de le déplacer en Suisse, tout simplement pour des raisons de neutralité. Pierre de Coubertin habite en Suisse et il habite à Lausanne, et donc dès 1915 il est donc résident suisse, mais il garde de forts attaches avec la France, notamment avec la Normandie, puisque c'est dans la ville du Havre qu'il va organiser d'ailleurs le second congrès olympique. Comme je vous l'ai dit, la vie de Pierre de Coubertin était une vie qui était dédiée à l'olympisme, donc à faire connaître les Jeux olympiques rénovés, mais pas uniquement. Il était également donc journaliste sportif et il était également intéressé par de nombreuses choses dont l'art, et il a été également, sous pseudonyme bien sûr, l'auteur d'un roman. Il avait donc une vie trépidante et s'intéressait à de nombreux sujets, et surtout il pratiquait beaucoup de sport, et il décide en 1925 de donner sa démission. Parce que effectivement c'est une activité de se consacrer à l'olympisme qui est une activité très chronophage, et il pensait quand même pouvoir garder un œil et qu'on viendrait lui demander son avis sur le sujet. Il a aussi un certain âge, il s'est marié en 1915, il est papa d'une fille et d'un garçon, et il a aussi envie de prendre un petit peu de recul, même si il espère toujours être donc sollicité. Malheureusement, ça ne va pas se passer ainsi, il va être mis à l'écart et il va énormément en souffrir. Il faut dire aussi que de son vivant, Pierre de Coubertin est une personnalité controversée, parce qu'il n'hésite pas à donner son point de vue, notamment lors du congrès du Havre où est débattue la question de l'amateurisme, certaines personnes mettant en cause un réel amateurisme des athlètes participants. Il n'avait pas hésité à expliquer que certes cela semblait utopique, parce que oui, il faut du temps pour s'entraîner et donc progresser, mais que pour lui, en fait, le sport est quelque chose qui est ouvert à tous, et il n'est pas responsable en fait des dérives et des pratiques qui vont être
ensuite mis en place s'il y a des personnes qui ont des entraîneurs professionnels et qui se présentent comme étant amateurs et qui ne le sont pas. En fait, du fait qu'il a créé les Jeux Olympiques, comme je vous l'ai dit, eh bien, il reste la figure critiquable, un petit peu, vous savez, comme les enfants doivent tuer le père, eh bien, le fait que Pierre de Coubertin soit à l'origine de ce projet, c'est aussi pour cela qu'il est énormément critiqué en France. En plus, en France, on est très doué pour détester ce qu'on a beaucoup aimé. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que il était donc pédagogue, il était journaliste sportif et il a réussi à concrétiser son idéal des Jeux Olympiques.